Bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui sont ici et puis au hangar 14 pour cette deuxième journée de Naya.R et bonjour à toutes et à tous qui êtes derrière vos écrans à nous regarder en streaming. Ce matin, une série de keynotes vont se succéder. On va commencer par celle qui concerne le sujet qui nous réunit, c'est l'intelligence naturelle et artificielle, biais cognitifs et biais algorithmiques dans le recrutement. Celle qui va nous en parler est à la fois chercheur. Elle a notamment travaillé à Harvard. Et elle est aussi entrepreneur. Sa société, Goshaba, je vais faire simple, elle repense le parcours du recrutement à partir du jeu, et oui, et aussi des neurosciences. Je vous remercie d'accueillir Camille Morvan. Bonjour Camille, je vous laisse les clés du camion désormais. Là où vous voulez. Vous êtes très bien ici. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a moins de monde que prévu dans la salle et moi j'avais prévu de faire quelque chose d'interactif. Mais pour les personnes qui sont en ligne, du coup, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, vos questions. Il y a des personnes qui pourront me retransmettre les questions. Donc, pour démarrer, je voulais un petit peu présenter mon contexte, d'où je viens, pour vous expliquer un peu de pourquoi je suis pertinente pour parler de biais cognitifs, etc. Donc, comme ça a été dit en intro, ma formation initiale, c'est une formation de chercheuse. J'ai travaillé sur les biais cognitifs et la prise de décision. Et donc j'ai fait ma thèse en France. Ensuite, j'étais prof dans différentes facs, dont Harvard. Et en fait, moi, je dirais, il y a deux choses qui me passionnent. Une chose qui est d'essayer de comprendre comment, en tant qu'espèce, on peut arriver à créer une société qui est plus prospère. Et ce qui me taraude, c'est qu'en fait, on a, en tant qu'espèce, encore une fois, on a développé tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie sereine, pacifique et d'abondance. Et c'est pas ça qu'on fait. On continue d'avoir des guerres, des injustices sociales, etc. Donc voilà, ça c'est une première question. C'est je me dis comment ça se fait qu'une espèce aussi intelligente fasse des choses aussi bêtes. Et du coup, à travers cette question de comment on peut être une meilleure espèce, j'ai étudié du coup la prise de décision et en particulier les biais cognitifs. Donc, ce que je voulais commencer par faire, donc 20 minutes, c'est pas si long que ça. Je voulais commencer par faire quelque chose d'un petit peu interactif. Il y a quand même quelques personnes dans la salle, donc je vais tenter le coup. Donc les biais cognitifs, pour les personnes qui sauraient peut-être pas hyper au fait de ce que c'est une déviation systématique du raisonnement, c'est-à-dire une forme d'erreur de décision que les personnes font qui va toujours dans la même direction. C'est-à-dire que la majorité des gens vont prendre la même décision alors que cette décision est erronée. Quand on dit erronée, c'est erroné par rapport à une décision parfaite. Et la décision parfaite, elle est définie comme étant celle qui, on dit, maximise l'utilité ou celle qui est vraie, etc. Donc, je vais commencer par illustrer quelques biais. Le premier, c'est en vous posant la question avec les personnes qui sont dans la salle et du coup les personnes en chat, n'hésitez pas à répondre. C'est, à votre avis, est-ce que votre manière de conduire, est-ce que vous conduisez mieux que la moyenne, à peu près comme la moyenne, ou moins bien? Donc, les personnes qui conduisent mieux que la moyenne, est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, donc mieux que la moyenne, là j'ai 40% dans la salle. Qui est-ce qui conduit comme la moyenne? Ok, donc j'ai 10%. Et qui est-ce qui conduit moins bien que la moyenne? Ok, 10%. 20, ok. Donc là, ce qu'on voit dans la salle, et du coup je ne sais pas, en chat, il y a plus de personnes, ça aurait été marrant de voir les résultats, c'est qu'on a, et c'est généralement le cas, à chaque fois que je fais ce test-là sur du volume, sur des grandes salles, la moitié des gens pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, et ensuite on a un quart qui pense conduire comme la moyenne et un quart qui conduit moins bien. Donc de fait, c'est pas possible. Donc ça s'appelle un biais de surconfiance. La plupart des gens pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, la plupart des gens pensent que leur mariage va durer plus longtemps que prévu, la plupart des gens pensent qu'ils sont plus intelligents que ce qu'ils ne sont, plus attirants que ce qu'ils ne sont, etc. C'est intéressant parce que ce biais de surconfiance, il est ultra solide et c'est probablement
grâce à ce biais que l'humanité s'est énormément développée aussi, parce que ça nous a permis de prendre énormément de risques. Un truc qui est intéressant aussi à noter, c'est que les personnes qui n'ont pas le biais de surconfiance, c'est les personnes dépressives qui, elles, pour le coup, ont un... c'est plutôt rigolo, ont une estimation réelle et rationnelle de leurs compétences et des chances qu'ils vont avoir dans la vie, quoi. Je voulais proposer un autre biais. Alors, je voudrais poser la question de, à votre avis, dans les animaux domestiques en France, est-ce qu'il y a plus de chats, de chiens ou de poissons? Donc, qui pense qu'il y a plus de chats dans les animaux domestiques? Ok, donc 5, ok. Qui pense qu'il y a plus de chiens? 3, ok. Qui pense qu'il y a plus de poissons? 2, ok. Donc, j'ai eu 5, 3 et 2. Donc la plupart des gens pensent qu'il y a plus de chats ou plus de chiens, et très peu de gens pensent qu'il y a plus de poissons. En fait, la réalité, c'est qu'il y a plus de poissons, d'une part, donc la majorité des gens devraient répondre ça, mais en plus, c'est pas qu'il y en a juste plus, c'est qu'il y en a 7 fois plus. Donc ça, c'est une illustration d'un biais qu'on appelle... Il y a quelqu'un qui triche sur son téléphone. Ah non, pardon, il y a des questions. Donc ça, c'est un biais qu'on appelle le biais de disponibilité, qui est que parce qu'on voit quelque chose plus souvent, on pense que c'est plus fréquent. Et en fait, généralement, même quand je le dis comme ça, les gens disent « ben oui, évidemment, si je vois un truc plus souvent, c'est qu'il est plus fréquent ». Sauf que non. En fait, les poissons rouges, ils sont dans leurs bocaux chez leurs propriétaires, donc on ne les voit pas à l'extérieur. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, puisque là, dans ce cas-là, il y en a beaucoup plus. Donc ça, c'est le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, il est important aussi, il est important partout, en fait. Le biais de disponibilité, c'est ce qui va faire... en recrutement ou en RH, par exemple, c'est ce qui va faire que une personne qui est pas forcément très compétente pendant toute l'année va faire un super dernier mois, il va avoir une super évaluation de son manager. Donc le biais de disponibilité, c'est aussi ça qui explique énormément de choses en politique. Par exemple, bon, moi j'ai beaucoup étudié ça aux États-Unis, surtout l'aspect prise de décision politique. Et le fait qu'à la télé, la plupart des criminels montrés sont noirs, par exemple, ça a un impact énorme sur la représentativité. Donc les personnes pensent qu'un criminel, de fait, il est noir, alors que non, un criminel aux États-Unis, généralement, il est blanc parce qu'il y a beaucoup plus de blancs que de noirs. Donc le biais de disponibilité, il est ultra fort. Il explique aussi, par exemple, aux États-Unis, la réélection des présidents. Souvent, les présidents qui sont réélus, c'est ceux qui, dans leur dernier mois de mandat, font des tax breaks, donc les Trump bucks et tout ça, donc l'argent qui est donné en fin de mandat, qui va faire qu'ils sont réélus. Donc c'est vraiment... Enfin, voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est des biais où on pourrait croire que quand on fait une décision politique, on prend une décision sur des bases rationnelles, et c'est pas du tout le cas. Alors, bon, j'ai encore plein d'illustrations possibles, mais selon ce qui se dit sur le chat, et pareil, si vous avez des questions, interrompez-moi et on peut partir sur notre direction. Ce que je pensais faire à partir de là, c'était de dire, bon, ok, bah, c'est quoi la conséquence de ça? Puisque les êtres humains ont une prise de décision qui est biaisée, même sur des cas, comme je disais, les décisions politiques, où en théorie, on pourrait penser qu'on devrait prendre ces décisions-là de manière rationnelle, et ce n'est pas le cas. Donc moi, j'aime bien faire le parallèle avec l'intelligence artificielle à ce moment-là. Ici, je vais utiliser, donc je suis pas une experte, je suis moins une experte en intelligence artificielle que d'autres personnes. Je vais utiliser une définition assez large qui va être, en gros, tout outil d'aide à la prise de décision qui est automatisé, qui s'appuie sur des données de façon supervisée ou non supervisée. Donc c'est pour moi, là j'utilise le terme intelligence artificielle comme un algorithme qui va prendre des données en entrée et qui va pouvoir vous proposer des solutions, des indications en sortie. On a l'impression que donc l'être humain il est biaisé, il est irrationnel. La plupart des gens ont l'impression que l'intelligence artificielle va être complètement du coup juste parce qu'elle n'a pas d'opinion politique, etc. Et donc elle ne va pas se tromper. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas vrai, puisque justement en intelligence artificielle, il y a aussi la notion de biais algorithmique. Du coup, tout le monde connaît les biais algorithmiques ou pas dans la salle? Parce qu'il faut que je sache si j'explique ou pas. Okay. J'ai plein de oui, mais j'ai un non, donc je vais expliquer un petit peu. Donc, l'illustration des biais algorithmiques qui a été beaucoup couverte ces dernières années, ça va être par exemple un outil qui va dispenser du savon. Donc on met les mains sous le truc et il met du savon dans les mains. Donc il y avait ces scandales d'outils qui ne détectent pas les peaux non blanches, par exemple, parce que l'outil il a appris à détecter des mains blanches. Il y avait le cas, alors en RH, parce que c'est mon domaine, le cas d'Amazon qui avait mis en place un outil d'intelligence artificielle pour identifier les meilleurs candidats pour Amazon, candidats et candidates. Et comme cet outil avait appris sur les recrutements passés d'Amazon et que les recrutements sont généralement
très biaisés, notamment en faveur des hommes, ils se sont trouvés à identifier que des hommes. Le logiciel qui lui-même en soi n'est pas censé être sexiste, en fait l'est parce qu'il a appris sur des données. C'est pas que dans les données il y avait écrit homme-femme, c'est qu'il y a des données en dehors de la compétence des personnes qui ont un rapport avec le genre et l'algorithme a récupéré ça comme information. Donc pour expliquer nous sur la partie, ce qu'on fait, puisque là je parle un petit peu de RH, je voudrais expliquer un petit peu ce que fait GoShaba et du coup vous expliquer par rapport à mon obsession de rendre le monde un peu meilleur, en quoi c'est relié. Chez GoShaba, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un outil de recrutement qui utilise les sciences cognitives, donc tout ce que j'ai dit sur les biais cognitifs, et de manière assez modérée l'intelligence artificielle et du machine learning. Le principe de GoShaba, c'est en fait de mesurer le potentiel réel des candidats et des candidates et des personnes qui sont déjà en poste pour la mobilité interne en utilisant des outils, des tests cognitifs qui vont mesurer leurs soft skills à travers des jeux vidéo. Donc en fait, on a combiné ce que je sais faire moi, qui sont les sciences cognitives, avec la compétence de mes associés, qui est le jeu vidéo. On a fait des jeux qui, donc en tant que, par exemple, vous êtes candidat ou candidate chez McDo, pour postuler, vous allez cliquer, voilà, pour postuler, cliquez ici, et vous allez avoir une série de jeux. Donc il y aura un jeu où vous allez devoir amener une tortue sur une île, il y aura un jeu où vous allez devoir identifier des expressions faciales, un jeu où vous allez devoir trimballer des disques de gauche à droite de l'écran, enfin bon, différents types de jeux qui vont évaluer vos soft skills pertinents pour ce job-là. Et à la fin de ce parcours, on va vous dire, bah voilà votre score d'adéquation avec le poste. Et donc, de l'autre côté, côté recruteur, ils ont le classement des candidats, donc candidats classés par score d'adéquation, et ils passent du temps avec les candidats et les candidates qui ont des bons scores. Pourquoi ça c'est une manière de recruter qui est beaucoup plus juste que la manière habituelle? Parce que généralement, quand on recrute, on utilise le CV. Le CV, c'est une espèce de... c'est une carte d'identité que les gens remplissent de manière volontaire. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a des gens qui savent se vendre sur un CV et d'autres pas. Et en général, ceux qui savent se vendre viennent de milieux plutôt privilégiés. Ceux qui ne savent pas se vendre, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre à faire un CV, par exemple. Donc, quand on recrute sur la base du CV, la précision est de 16%, entre 16 et 20%. Quand on recrute avec GoShaba, on a une précision de 90%. Ça veut dire que parce que GoShaba mesure le potentiel réel des personnes, on va avoir en fin de course celles et ceux qui ont le meilleur matching avec le poste, indépendamment de leur pédigré, indépendamment de l'école dans laquelle ils ou elles sont allés, indépendamment de leur façon de se présenter sur un CV, etc. Donc il y a ce qu'on essaye de faire ici, pour reprendre la notion de biais cognitif et biais algorithmique, on essaye d'enlever toute la partie biais cognitif des recruteurs et des candidats. Donc en tant que candidat, quand je remplis un CV, mes biais entrent en ligne de compte, le recruteur, ses biais entrent en ligne de compte. On enlève tout ça parce que du coup, les personnes font un jeu. Donc ça permet au moins d'équilibrer un peu le niveau par rapport à ça et de permettre à des personnes d'arriver en entretien alors qu'autrement elles n'auraient pas eu d'entretien. On en est où au niveau de temps? Je n'ai pas suivi. Un petit peu plus de 10 minutes. Ok. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Ouais, parce que je peux aller dans différentes directions là. Ouais. Dites-moi. Je voudrais savoir comment vous assurez d'éviter les biais cognitifs dans vos propres jeux. Je prends l'exemple, un dessin qui est très connu. Si on juge, si on essaie de trier les animaux et qu'on leur demande de grimper aux arbres, il y a des chances que les singes soient les premiers. Donc la question, c'est comment éviter les biais dans nos jeux. Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que la manière dont les personnes recrutent aujourd'hui est tellement peu précise et tellement biaisée qu'en fait, l'amélioration qu'on apporte est tellement énorme par rapport à ce qui se passe que même si on a nous-mêmes des biais, pour l'instant, le bilan est positif. Et la deuxième partie de la réponse, c'est que nous, en fait, donc, les jeux, la façon dont on conçoit nos jeux, on a 4 ans de R&D généralement pour faire un jeu. Donc on va se baser sur, on va trouver dans la recherche académique quel est le consensus de, par exemple on doit mesurer la capacité de planification. On va regarder comment les chercheurs mesurent ça. On va prendre les protocoles expérimentaux classiques, on va les transformer en jeu et ensuite on va les valider d'une part sur des plateformes indépendantes. Donc on va mettre les tests scientifiques et nos jeux et on va regarder si les résultats corrèlent. Et ensuite, on va s'assurer plus tard qu'on n'introduit pas de nouveaux biais. Donc ça, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des données sur le genre, des données sur le type de plateforme que les gens utilisent, par exemple des téléphones chers versus pas chers, sur l'âge quand on peut, sur le niveau d'éducation et l'expérience, ça on peut l'avoir.
on ne peut pas tout collecter en RH, tout n'est pas légal. Donc là, je vous parle du cadre de ce qui est facile à collecter. Et on n'a effectivement pas de biais sur ces choses-là. Donc ni sur l'âge, ni sur le genre, ni sur le type de plateforme. Et en fait, aujourd'hui, encore une fois, notre gros chantier, c'est de nous attaquer en masse au recrutement. On travaille avec des grands comptes parce qu'on va avoir un impact, donc on veut travailler sur du volume de candidats. Donc on travaille avec McDo, qui est le premier recruteur de France, Accenture sur tout leur recrutement en consultant. Notre ambition, c'est de transformer de manière radicale le recrutement en masse. Et là, on en est loin déjà. Donc il y a toute cette amélioration à faire. Et une fois que les recruteurs et les RH utiliseront davantage ces outils-là, alors cette question-là deviendra encore plus importante. Parce que là, on pourra se poser la question de comment on peut améliorer encore plus ce recrutement-là. Mais comme je le disais, aujourd'hui, l'amélioration est tellement énorme que, voilà, pour l'instant, étant donné qu'on fait des jeux qui sont sérieux, on améliore vraiment la situation. Camille, une question de Mohamed Rami qui est en ligne. Le jeu permet-il réellement de supprimer les biais ? Il s'explique. Le candidat se dit qu'il doit réussir et donc se met en situation de stress, car ce n'est pas un exercice classique de recrutement auquel il n'est pas préparé. Et alors, ça, c'est une très bonne question. Et justement, c'est pour ça que c'est là que la techno Gochaba est vraiment unique. C'est qu'en fait, ce n'est pas des tests type assessment ou évaluation où justement on va stresser, on va se dire oh là là, il faut absolument que je réponde bien et vite, etc. C'est pour ça qu'on utilise du jeu vidéo. C'est justement pour enlever la pression. Donc, quand on teste un jeu Gochaba, on rentre dans le jeu, quoi. Et c'est ça qui va permettre d'avoir d'une part des... Alors, il y a plusieurs choses. Sur les tests de recrutement classiques, souvent c'est déclaratif. Les tests type Big Five, Myers-Briggs, etc. Le problème des tests déclaratifs, c'est qu'il faudrait que les personnes se connaissent extrêmement bien pour pouvoir répondre à des tests de personnalité. Et là, on a exactement le problème dont parle l'auditeur, c'est que dans ce cas-là, quand c'est déclaratif, on peut se dire « Ah, alors qu'est-ce que la RH a envie que je réponde ?» Et donc, je vais répondre ça. Nous, ce n'est pas déclaratif, c'est vraiment des mises en situation. Ensuite, donc deuxième point, le fait de mettre du jeu, ça permet de déstresser les personnes et qu'elles rentrent vraiment dans le flow, en fait. Hein. Le principe de flow de Csikszentmihalyi, c'est l'endroit où en fait on est complètement absorbé par sa tâche et elle nous fait plaisir, donc on est dedans. Je vais donner quelques exemples. De jeux. Par exemple, on a un jeu qui va mesurer la flexibilité mentale. La façon dont ce jeu fonctionne, c'est il y a donc il y a une matrice 2 par 2 à l'écran, donc 2 carrés en haut, 2 carrés en bas. À chaque moment va apparaître un binôme chiffre-lettre, donc B7, A6, etc. Selon l'endroit où ça apparaît, il faut juger le chiffre, dire s'il est pair ou impair, ou juger la lettre, dire si c'est une consonne ou voyelle. Donc si c'est en haut, si j'ai A7 en haut, il faut que je dise voyelle. Si j'ai B6 en bas, par exemple, il faut que je dise chiffre pair. Okay, donc, quand vous avez cette succession de A7, B2, C6, etc., vous rentrez dans le truc. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout de stress ou que c'est parfait, mais voilà, en tout cas, on a pensé l'outil pour qu'il soit plutôt addictif et plutôt sympa. Et on a, sur les KPI, sur les indicateurs de succès, on a 90% des personnes qui passent les jeux qui disent qu'ils préfèrent cette façon de recruter, qui se sentent beaucoup plus respectés qu'avec des façons traditionnelles, etc. Question qui est peut-être un peu naïve, est-ce que ça s'adapte à toutes sortes de postes, de fonctions, ouais, ça s'applique de responsabilités? Ouais, c'est ça s'applique à tout type de poste. Donc, Gochaba utilise aujourd'hui en recrutement, mais aussi en mobilité interne, en reskilling. C'est-à-dire que c'est pas seulement est-ce que vous êtes un bon fit avec ce poste-là, c'est aussi moi en tant que personne, je suis déjà en poste dans une entreprise, j'ai envie de changer de poste, je vais pouvoir passer les jeux Gochaba pour voir où est-ce que les compétences que j'ai vont être adaptées. Donc que ce soit des postes peu qualifiés ou très qualifiés, l'outil fonctionne. Il faut que ce soit des postes où les soft skills sont vraiment déterminants. Ce qui, nous, dans notre philosophie, c'est quasiment tous les métiers, mais effectivement, il y a des cas où des métiers très techniques et pénuriques comme boucher, tourneur-fraiseur, conducteur de poids lourds, etc., où là, il va falloir des hard skills très clairs. Il faut savoir conduire un camion, il faut savoir couper de la viande. Donc là, les soft skills vont être peut-être moins importants. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, dis-moi. A priori, non pour l'instant.
comment on peut il y en a une qui me traverse l'esprit, mais comment on peut juger de l'efficacité à long terme en fait de ce type de ce type de mode de recrutement? Est-ce que bon, je veux dire, il y a une efficacité qui est jugée sans doute presque immédiate, mais est-ce que à long terme, un an après ou 2 ans après, on se pose des questions de savoir si la personne a fait Oui, oui, le oui. taf et a correspondu Oui. à ce qu'on cherchait? Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, du coup, donc, je vais répondre à cette question-là et je vais reboucler aussi sur la thématique générale de lien entre intelligence humaine et intelligence artificielle. C'est que, donc, moi, ma conviction, c'est que chaque mode d'intelligence est vraiment pertinent dans des contextes particuliers. Donc, les forces de ce qu'on a l'intelligence artificielle ou d'algorithmes, hein. Encore une fois, j'utilise le terme de manière assez large, donc désolé pour les experts, mais la force de ces outils-là automatisés, c'est qu'ils sont précis, ils sont fiables, ils sont répétables, ils sont extrêmement rapides, etc. La faiblesse, c'est qu'ils sont extrêmement gourmands en énergie. Côté intelligence humaine, ah oui, et ils sont gourmands en data aussi. Tout ce qui est intelligence artificielle ont besoin de beaucoup de données pour apprendre des choses. Je crois que par exemple, pour apprendre à identifier un chat, il faut 1 million d'images, alors qu'un bébé en 3 images sait reconnaître un chat, quoi. La partie intelligence humaine, donc on est beaucoup moins chronophage, enfin on utilise, pardon, pas chronophage, on utilise moins de data pour apprendre et on utilise beaucoup moins d'énergie aussi, parce que je crois qu'un logiciel qui joue au Go utilise énormément d'énergie, là où un cerveau va utiliser l'équivalent d'une ampoule, quoi. Alors, pour répondre à votre question, je pense que ce qui est important dans un cas comme dans l'autre, et quand on se dit qu'on a envie de combiner les deux au mieux, c'est qu'il faut se poser la question de ce qu'on cherche. C'est quoi l'objectif? C'est quoi, quand on a besoin de prendre une décision, que ce soit avec un être humain, avec de l'IA ou en combinant les deux, c'est quel est l'objectif? Et moi, à mon sens, c'est souvent ça qui manque en fait. Quand on met en place des outils d'aide à la décision, d'intelligence artificielle, c'est que souvent on ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on veut obtenir réellement à la fin. Donc on code un machin, on le fait tourner et on regarde ce que ça donne. Là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais il y a le bouquin de Cathy O'Neill, Weapons of Mass Destruction, qui s'appelle Armes de destruction mathématique en français, où elle explique aux États-Unis l'utilisation de l'IA dans plein de domaines, donc criminalité, pour mesurer le taux de récidive des personnes, pour attribuer des crédits à des personnes, pour rentrer à l'université. Et en fait, tous ces outils-là qu'elle présente sont extrêmement biaisés, mais personne s'en rend compte parce qu'on n'a pas bien défini au démarrage ce qui était un critère de succès. Donc dans notre cas, ce qui était important pour nous, c'était de définir le critère de succès. Et le critère de succès, c'est que, les candidats et les candidates qui ont des bons scores gauche à bas sont considérés par les recruteurs au moment de l'entretien comme des bons et bonnes candidats. Le deuxième critère de succès, c'est que les personnes sont performantes sur le long terme. Donc si on fait une étude, par exemple, pour les commerciaux et qu'on regarde quels sont leurs chiffres, en théorie, les personnes qui ont des bons scores au Shabbat doivent avoir des meilleurs chiffres. On ne prend pas forcément en compte la longévité dans le poste, tout simplement parce que les personnes qui sont bonnes dans un domaine donné ont tendance à changer de poste pour avoir des meilleurs salaires, des meilleures conditions, etc. Et l'autre chose qu'on sait faire là depuis 2 ans, qui est passionnant, c'est qu'on commence à savoir distinguer le type de job dans lequel les personnes vont exceller. Donc donc imaginons sur un parcours de candidature, j'ai 10 jeux, empathie, collaboration, leadership, whatever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les top performers et les performeurs moyens et on va regarder quels sont les jeux qui discriminent entre les bons et entre guillemets les moins bons. Et on va aussi pouvoir dire, tel jeu, il détecte les meilleurs développeurs, par exemple, développeuses. Tel jeu détecte les meilleurs consultants ou consultantes. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire aussi aujourd'hui. C'est une dernière question, question courte, réponse sans doute courte aussi. Est-ce que gauche à bas n'enlève-t-il pas le lien humain? Un entretien peut-il mener à la suite tout simplement est-ce que est-ce que d'une certaine façon ça gomme pas la relation humaine, celle qui existait entre j'ai envie de dire un recruteur et puis un candidat? Ouais, donc ça c'est une très bonne question, une question très légitime qu'on a effectivement pensé depuis le début. Donc gauche à bas améliore la relation et le lien avec le recruteur, la recruteuse, les managers, etc. Dans le sens où encore une fois, si je reprends cette idée de comment on fait interagir de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, il faut que chacun fasse le truc pour lequel il est bon.
Et en fait, évaluer les soft skills d'une personne, aucun être humain ne sait faire ça. C'est pas vrai. Quand un recruteur qui me dit oh oui, mais moi je sais si cette personne a du leadership, si cette personne elle va être compétente dans tel poste ou si elle sait gérer la complexité, non, c'est pas vrai. En fait, c'est ses propres biais à lui et ses propres projections. Par contre, l'outil Goshaba sait faire ça. Donc on utilise l'outil pour ce qu'il sait faire, c'est-à-dire mesurer les soft skills, et on utilise l'humain pour là où c'est super important, qui est donner envie au candidat ou à la candidate, voir si la personne va être un bon fit avec l'équipe, etc. Donc voilà, au contraire, on allège la partie automatisable pour mettre plus d'humains dans le recrutement. Allez, avant d'enchaîner, je vais quand même poser une petite question vraiment courte. Vos clients, c'est qui? Plutôt des grands groupes, plutôt des petites sociétés? Oui, alors jusqu'à maintenant, on était concentré grands groupes parce que notre vision, c'est vraiment de changer le recrutement à grande échelle. Et c'était la façon la plus rapide, efficace et impactante. Donc on travaille plutôt avec des grands groupes. Et là, on est en train de développer l'outil aussi pour des plus petites entreprises. Camille Morvan, merci. Merci beaucoup. Merci pour cette beaucoup. intervention. Merci. Et pour la qualité des échanges aussi. On va enchaîner tout de suite, ou quasiment tout de suite, vraiment c'est une affaire de secondes, je crois qu'il est en place. On va parler de mobilité et transport intelligent. Attendez un tout petit peu. Il est chercheur au l'abri, professeur à l'Institut Polytechnique de Bordeaux, qui pilote la chaire mobilité et transport intelligent, qui associe les chercheurs de l'INP, de Bordeaux INP et de l'Université de Bordeaux. Et